Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Saviez-vous que le français est la deuxième langue la plus pratiquée en Europe après l'anglais? 220 millions de francophones dans le monde, 900 000 professeurs de français. Notre langue est bien vivante et nous allons vous le prouver ce matin. Le supplément magazine d'Europe 1 matin va vous faire voyager au pays des mots à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Avec nos invités, Alain Ray, bonjour. Bonjour. Professeur, linguiste, vous publiez le dictionnaire amoureux des dictionnaires. C'est chez Plomb. Absolument. Claude Agege est avec nous, professeur, linguiste, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, auteur du dictionnaire amoureux des langues. C'est chez Plomb? Oui. Ça vous va? Pourquoi ça m'irait pas? Alors ça va. Notre invité est un peu grognon, ça arrive. Il y a des jours comme ça. Pour vous remettre de bonne humeur, Anatole France disait: la langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, voluptueuse, noble, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec votre amis. Les liaisons dangereuses, c'est un sketch des nuls. Oui, elle a tout y est, ils en ont pas oublié beaucoup. Comment la langue française est-elle devenue universelle? Encore une fois, moi j'étais frappé par les chiffres lorsque j'ai préparé cette émission. 220 millions de francophones dans le monde, près d'1 million de profs de français. Alain Ray, ça a toujours été le cas? On a toujours été une langue prédominante? Ah, absolument pas. Et de toute façon, je pense que quand on dit que le français est une langue universelle, on fait quand même un raccourci un peu ténébreux, parce que ça n'a jamais été une langue universelle. C'était une langue importante, ça a été une langue de communication entre des pays de langues maternelles différentes, mais pas universelle. C'est au XVIIIe siècle. Au sens où on la pratique dans le monde entier. Oui, mais au XVIIIe siècle, si vous voulez, il y avait évidemment dans les cours, lieux les plus favorisés, beaucoup de gens qui savaient le français, mais les peuples parlaient leur langue, et c'était une pluralité de langues avec des possibilités d'échange et de traduction, comme toujours, avec le français qui était dans une position un peu prétentieuse, un peu, disons, intéressante. Et il est vrai que Frédéric II de Prusse écrivait là en français et communiquait avec Voltaire et Diderot, ce qui lui donnait évidemment un poids culturel qu'il n'aurait pas eu sans ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Parce qu'au fond, c'est un débat récurrent, Claude Agege. On a le sentiment que la langue française est régulièrement invitée à disparaître. Est-ce que c'est une inquiétude légitime? Par qui? L'inquiétude que l'on peut avoir de cette disparition. Oui. Et quoi à disparaître? La langue française est-elle habilitée à disparaître? Habilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, si vous voulez répondre à aucune question, je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Le français, je vous demande si l'inquiétude est légitime. L'inquiétude n'est pas du tout légitime. Il existe une OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 70 pays et régions, dont la Suisse romande, la Belgique wallonne, le Québec, et un très grand nombre de pays. Elle augmente en nombre régulièrement chaque année. Le français, par conséquent, se porte très bien, même si le chiffre que vous produisez est faux, car quand on parle de 200-250 millions, on inclut l'Afrique, on inclut des pays à population relativement importante, et on oublie que seules les élites ou les gens appartenant aux classes favorisées qui ont fait des études sont francophones. Les masses ne sont pas plus. Mais cela est aussi vrai pour l'anglais. L'anglais n'est pas du tout loin d'être aussi peu universel que le français. Qui parle l'anglais? Les personnes qui ont une éducation. Allez voir les masses indiennes, l'anglais est inscrit dans la constitution de l'Inde. Allez voir les masses de Nouvelle-Guinée ou d'Australie, eh bien, ces gens-là ne parlent pas du tout l'anglais. Seuls parlent l'anglais les gens appartenant aux classes favorisées. Est-ce qu'une langue vivante doit être en perpétuel mouvement? Elle l'est par définition. Oui, je pense que, comme Claude Agege, et de quelle façon? Elle ne doit pas l'être, elle l'est. Et on ne peut pas l'empêcher de l'être, parce que j'ai une formule que j'aime bien répéter, qui est qu'il y a deux sortes de langues. Les langues malades, le français est malade, mais toutes les langues vivantes sont malades, comme les organismes, et puis les langues mortes. Si on n'est pas malade, c'est qu'on est mort. Elle est malade de quoi, la langue française? Elle est malade de l'usage qu'en font les francophones, qui sont pas assez attentifs, qui sont pas assez vigilants, qui sont pas assez amoureux de leur langue, et qui souvent la traitent fort mal. Anatole France avait raison, c'est une femme merveilleuse, la langue française, mais il faut pas mal la traiter. Mon point de vue est radicalement opposé à celui-là. On ne maltraite pas la langue française, Claude Agege? Non, pas du tout. Mon point de vue est radicalement opposé à celui de mon très cher ami Alain Ray, que j'aime beaucoup néanmoins, en dépit de ce qu'il dit, à mon avis, de faux. Le français n'est nullement malade. Le français est utilisé
par des gens qui en annoncent les formes de demain, les formes qui ne sont pas dans la norme aujourd'hui, mais comme on le dit en simplifiant, la tournure fautive d'aujourd'hui peut devenir la norme de demain. Par conséquent, il n'y a aucune espèce de maladie, à moins que par maladie, on entend d'évolution. Le français change et les normes évoluent régulièrement. Les formulation du verlan, les permutations de syllabes, les formes argotiques peuvent très bien, et d'ailleurs elles l'ont fait au cours de leur histoire, devenir des formes officielles, entre gros guillemets, du français. Le français n'est en rien malade, il change, il évolue, et les tournures fautives, aux yeux d'un linguiste comme moi, qui n'enseigne pas la norme, sont des tournures pleines d'espoir et de changement. Ça veut dire qu'il faut être par exemple plus souple sur les questions grammaticales, ça c'est aussi un vieux débat évidemment. français. Aujourd'hui, vous entendez énormément de gens qui disent la robe qu'elle a mis, les choses qu'il a dit, ils font pas l'accord du participe, un espèce de livre, je me rappelle d'eux, etc. Ça vous le tolérez? Je ne dis pas que je le tolère, ça n'est pas ma norme. Moi je m'appelle comme ça, mais j'ai pas appris ça. Mais c'est un Français qui peut très bien un jour, parce que les mamans et les papas transmettent cette langue. Quand eux-mêmes ils ont ces usages, ils les transmettent, et par conséquent, ça peut devenir le français de demain. Et de même que personne n'aurait pu croire. Le vétéran qui gardait le limes, l'extrême limite de l'Empire romain, dans la Dacie, l'actuelle Roumanie, il était horrifié quand il entendait le latin prononcé par les Daces ou par d'autres barbares ou par d'autres populations. Et pourtant, c'était une langue qui est en train de devenir les 5 grandes langues d'origine latine romane que sont le français, l'italien, le portugais, le roumain et l'espagnol. Pourquoi vous Alors, riez, je ris parce que Claude Agege, après avoir dit qu'il était absolument pas d'accord avec moi, dit exactement les choses que j'aurais dites si j'avais continué à parler. Parce qu'effectivement, je pense comme lui que tous les emplois du français qui sont déviants par rapport aux normes anciennes sont simplement l'annonce d'une langue qui est en évolution et qui va être différente. Mais ce que je voulais dire, c'est que les Français parfois malmener la langue, et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils la font évoluer. Ça, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal, et tout à fait, on ne peut pas lutter contre ça. Mais d'une autre manière, je veux dire que l'abus de termes anglo-américains dans la langue française, ça me paraît quelque chose qui est une facilité douteuse. On va en reparler dans quelques instants. Je suis d'accord sur ce point. Voilà. On va en reparler justement dans quelques instants. Débat enflammé autour de la langue française sur Europe 1 ce matin. À tout de suite. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, nous recevons deux amoureux des mots, Alain Ray et Claude Agege. Alors on parlait juste avant cette petite pause de certaines de certaines tendances de la langue française. Alors il y avait la question de l'anglicisme. Alors, je me souviens même qu'un ministre de la Culture avait voulu à un moment donné l'interdire complètement. Alain Ray, est-ce que ça vous donne des boutons les anglicismes ? Écoutez, en principe, non, parce que toutes les langues ont besoin d'emprunt à des langues étrangères. C'est nécessaire quand il y a des choses évolutives, comme l'arrivée massive de l'informatique dans notre vie quotidienne. Il est évident que puisque ça vient de Californie, il va y avoir des mots anglais. Ça, c'est pas, il y a rien à faire contre ça. Mais d'un autre côté, quand je vois des gens imposer la langue anglaise dans des entreprises françaises, entre Français, ce qui est un handicap considérable parce que les Français sont pas très bons en langue étrangère, je suis un petit peu affolé. Et quand je vois que pour la publicité ou dans les médias, on emploie des mots anglais quand c'est pas du tout nécessaire et qu'il y a des mots français disponibles, ça finit par m'irriter un petit peu. Donc je suis devenu un peu plus puriste qu'avant sur ce domaine-là. La question des anglicismes. Parce que je trouve qu'on exagère. Je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Les emprunts sont nécessaires, mais il faut des emprunts équilibrés à des langues variées. Je suis ravi quand il y a des emprunts nouveaux à l'italien ou au japonais, et ça m'énerve un peu quand c'est californien. Bon, voilà. Claude Agege, est-ce que... il y a quelques victoires ponctuelles, par exemple, comme vous savez. On aurait pu dire computer, on aurait pu dire hardware, software. On a inventé ordinateur, on a inventé logiciel, on a inventé matériel. En d'autres termes, même dans le domaine informatique que cite opportunément Alain Ray, il y a des efforts pour garder des formulations françaises et non anglaises. Oui, Cela mais Claude, c'est toujours trois mots, c'est toujours les trois mêmes. Dans d'autres domaines, on a quand même une formation en YEL comme logiciel, comme pour YEL, etc. Enfin, on essaye, sans réussir toujours à les imposer. Quoi qu'il en soit, ou Courriel qui est de plus en plus adopté par beaucoup de gens. Alors, quoi qu'il en soit, je dirais ceci, c'est que les langues ont besoin d'emprunt, toutes les langues empruntent, mais que c'est un seuil de tolérance au-delà de 10 ou peut-être 15% un maximum. Une langue est encore dans l'emprunt et au-delà dans l'indigestion. Donc, tout dépend de la façon dont c'est assimilé. Aujourd'hui, personne ne pense que paquebot ou redingote ou boulingrin, qui a disparu, viennent de paquetboat, riding coat ou bowling green. En d'autres termes, ces mots ont été phonétiquement totalement francisés. En revanche, aujourd'hui,
Lorsqu'un mot peut être francisé, je n'ai pas d'objection. Quand il est totalement différent, et surtout quand il chasse un excellent mot déjà présent, alors je m'oppose. Je ne vois pas pourquoi je devrais dire planning ou timing alors que j'ai programme ou emploi du temps. Je ne vois pas pourquoi je devrais dire challenge alors que j'ai défi. En d'autres termes, quand il y a d'excellents mots, quand ce sont, comme Linrel l'a rappelé, des mots qui se réfèrent à des réalités nouvelles, qu'elles viennent avec leur nom anglais, j'admets. Alors, quand ça chasse un mot français, je ne suis pas d'accord. Cette journée internationale de la francophonie, elle est organisée dans le but de la promouvoir, la francophonie, voire de la sauvegarder. Est-ce qu'il y a des langues qui meurent chaque année? Évidemment, il y en a. Ouais. Il en meurt même environ 25 par an, ce qui fait que si on évalue à 5000 le nombre des langues aujourd'hui parlées, ce qui est un chiffre tout à fait sous-évalué, dans un 100 ans, il y en aura 2500. Bon, ces langues disparaissent pour différentes raisons, le plus souvent sous la pression des langues de grande diffusion, comme l'anglais, singulièrement, dans une moindre mesure, l'espagnol ou le français, et d'autre part aussi parce que les familles envoient à l'école très fréquemment, comme exactement elles l'ont fait pour les langues régionales de France, qui sont moribondes pour la même raison, leurs enfants, avec l'idée, en partie fausse, en partie justifiée, que cela leur permettra de s'inscrire mieux sur le marché du travail. Donc on a affaire souvent à un rejet par leurs locuteurs eux-mêmes, malheureusement, des langues vernaculaires ancestrales. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain Ray, merci Claude Agege, merci d'avoir évoqué avec nous cette si belle langue française.